Thierry Breton, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes vraiment la bonne personne pour discuter de ce qu'il se passe en ce moment. Regardez ces mots du Premier ministre français. Beaucoup pensent que Trump va battre en retraite, ce qui n'est pas assuré, mais la déstabilisation qu'il a fait naître fragilisera pour longtemps l'économie mondiale. Est-ce qu'il a raison en disant ça ? Il a raison sur le fait que c'est un peu la fin d'une époque en matière de multilatéralisme, évidemment, et aussi la fin du rôle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, telle qu'on l'a connue. J'ouvre une parenthèse, du reste, on est très étonné du silence assourdissant de l'OMC, de sa directrice générale, alors qu'on vit un moment historique, et je ferme la parenthèse. Et qu'il n'avait pas alerté non plus. Enfin là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors ceci étant dit, il faut, pour répondre vraiment à cette question, je crois qu'il faut se poser une seconde, si vous le permettez, et pour vraiment, c'est difficile, mais il faut le faire, parce que maintenant on va négocier. On va négocier avec l'administration américaine. Il a lancé à 195 pays, excusez du peu, donc cette volée d'augmentation de droits de douane. Et il faut essayer vraiment de comprendre et de se poser, qu'est-ce qu'il y a derrière ces droits de douane ? D'abord, Marc Guadal, il n'y a pas un droit de douane, il y a 3 droits de douane. Et donc, il faut les prendre un par un. D'abord, il y a, pour tout le monde, 10%. Voilà, tous les pays ont 10%. Alors, il faut toujours comprendre la rationalité. 10%, c'est parce qu'ils souhaitent remplacer progressivement, un peu comme son maître à penser. Vous savez, le 27e président des États-Unis, William McKinley, en 1897. Il avait cité dans son discours d'inauguration. Il l'a cité, il a du reste, maintenant il a son nom pour la plus haute montagne américaine qui se trouve en Alaska du reste. Et donc lui c'est le maître à penser, c'est lui qui avait mis des droits de douane pour éviter qu'on paye des impôts. En fait il remplaçait les droits de douane, les impôts à l'époque par des droits de douane. Et il trouve que ce modèle est formidable, sauf qu'on était au 19e siècle et là on est au 21e. Donc c'est plus du tout la même chose. Mais donc ces 10%, c'est fait pour qu'il puisse tenir sa promesse de baisser les impôts, en particulier des sociétés, et donc d'augmenter un peu les rentrées fiscales. Mais par parenthèse, qui va payer ? Évidemment, les moins aisés, parce que ça va toucher la consommation, donc on fait payer aux plus pauvres la baisse d'impôts des plus riches. Mais ça, c'est un peu la logique MAGA. Donc ces 10%, il ne faut pas se faire d'illusions, ils resteront. Donc maintenant, on a 2 autres piliers. Le second, c'est, au fond, il veut réindustrialiser. Mais il ne va pas tout réindustrialiser. Il n'est pas quand même complètement fou. Il sait qu'il y a uniquement des secteurs. Il les a annoncés, du reste. L'automobile. Donc là, il va mettre des droits de douane spécifiques, complémentaires, pour pouvoir ensuite négocier par filière et dire, écoutez, vous venez chez moi, l'automobile, elle a mis 25%. Si vous venez, vous investissez, je vais vous le faire à 15 ou à 10. Donc, ça, c'est ces droits de douane supplémentaires, ce second pilier, c'est donc sur des secteurs stratégiques où il souhaite qu'on réindustrialise l'automobile, les semi-conducteurs, sans doute la pharmacie, il ne l'a pas encore annoncé, mais ça va venir, c'est mes prévisions, mes prédictions, et puis les machines-outils et les robots. Et donc dans ces 4 secteurs, il va mettre des droits de douane, et donc il va falloir discuter filière par filière. J'ouvre une parenthèse pour nos téléspectateurs, c'est pas parce qu'on remet une usine automobile aux États-Unis que pour autant, on se prive de toute la fabrication, de toutes les chaînes, d'approvisionnement, des milliers de pièces qui sont fabriquées un peu partout dans le monde et qui, elles, vont supporter les droits de douane. Donc on voit que le modèle, de toute façon, il ne va pas fonctionner. Mais enfin, c'est pas grave, il y aura quand même une usine aux États-Unis avec un tout petit peu d'emploi autour. Un peu moins qu'il y a 10 ans, parce que ce seront surtout des robots, mais en tout cas, il va le faire. Un peu plus compliqué pour le champagne, tout de même. Alors ça, évidemment, oui, mais le champagne n'en fait pas partie. Vous le noterez. Donc le champagne, il est revenu en arrière. C'est fini les 200%. Donc là, c'est le second pilier. Et donc là, il va falloir venir en négociant filière par filière. Et puis vous avez le troisième. Le troisième pilier, c'est de réduire ces satanés déficits de la balance commerciale qui le font hurler. Et il dit en particulier, pour chaque pays ou chaque continent, bien vous avez une balance commerciale qui est à notre défaveur, donc il faut le régler. Pour nous en Europe, donc il dit qu'on a 150 milliards de déficit. C'est faux. Il faut d'excédent pour l'Europe et de déficit. C'est vrai pour les produits. C'est faux si on ajoute évidemment les services. On apporte beaucoup de services, des services numériques, des services financiers. Et là, on a finalement uniquement un différentiel de 50 milliards, puisqu'ils sont en excédent de 100 milliards. Donc le total, c'est 50 milliards et non pas 150. Donc il va falloir maintenant renégocier, discuter avec lui, lui dire, bon,
Écoutez, non, c'est pas 150, voilà, c'est 50. Et comment on fait pour régler ces 50? Et puis, une dernière petite parenthèse. Vous avez beaucoup d'espoir, parce qu'il n'entend pas beaucoup quand on lui donne une contre-vérité. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc, il faut mettre maintenant, évidemment, en face des personnes qui vont négocier, pas une personne, mais 3. Vous voyez, il y a 3 domaines différents, qui ont des cinétiques différentes, des logiques politiques différentes. Et la grande erreur, c'est de dire, il fait ça, bah, je vais réagir massivement. Non, il faut maintenant essayer de comprendre où il veut aller. Et il faut comprendre aussi qu'avec ce qu'il vient de faire, je ne l'excuse pas, parce que j'estime que c'est une grande erreur économique, et que ceux qui vont payer, évidemment, ce sont les Américains. Ils viennent de payer déjà avec la bourse, excusez du peu, 6 000 milliards partis en fumée en 2 jours. 6 000 milliards de dollars, c'est à la fois le PIB de l'Allemagne et de l'Espagne en une année. 6 000 milliards, c'est 1,5 fois toutes les importations américaines de l'année. Vous voyez, c'est des montants absolument considérables. On en sourit, mais pas les Américains, parce que 60% des ménages américains ont des portefeuilles boursiers, y compris petits, pour garder, ils appellent ça le 401k, pour garder leurs économies qui vont essayer de faire prospérer, pour payer les études de leurs enfants, pour payer leur retraite, voire pour l'utiliser, pour emprunter. Donc aux États-Unis, les Américains ne rient plus du tout. Et puis vous avez évidemment l'impact derrière, qui est l'impact inflationniste. Ça, c'est très clair, puisqu'évidemment, les prix vont monter. On vient de le dire tout à l'heure. Ce sont donc les moins aisés qui vont payer, parce qu'évidemment, ce qu'on va acheter dans les supermarchés, beaucoup de produits viennent évidemment d'Asie du Sud-Est, d'Europe, de partout dans le monde. Ils vont subir ces droits de douane. Et qui va payer ce nouvel impôt? Eh bien, les moins aisés. Donc voilà la situation. Il faut que donc maintenant, on rentre de façon déterminée, et nous, en Europe, unis, sur ces 3 piliers, avec évidemment, pour chacun d'entre eux, les réponses appropriées. On a tout ce qu'il faut, on a l'arsenal, si je puis dire, mais il va falloir l'utiliser de façon sectorielle, en suivant les 3 voies que je viens de dessiner très rapidement à votre micro. Alors on a vu ces manifestations qui se sont déroulées notamment à New York, à Washington, encore hier soir. L'idée pour Donald Trump, c'est d'essayer de rassurer tout de même le contribuable américain. Il lui dit « Tenez bon, c'est une révolution économique et nous la gagnerons. Attendez, en gros. » Et puis Marco Rubio, secrétaire au département d'État, qui dit ceci. Non. Leurs économies ne s'effondrent pas. Les marchés réagissent. Non, leurs économies ne s'effondrent pas. Leurs marchés réagissent à un changement radical de l'ordre commercial mondial. La situation est donc assez simple. Si vous êtes une entreprise qui fabrique une grande partie de ses produits en Chine et que tout à coup, les actionnaires ou les acteurs du marché boursier réalisent que le produit en Chine va coûter beaucoup plus cher, votre action va chuter. Mais en fin de compte, les marchés, tant qu'ils connaissent les règles du jeu, vont évoluer. C'est la bonne technique pour assurer le contribuable américain? Alors là où il a raison, c'est que les marchés veulent avoir de la clarté. Et aujourd'hui, à quoi on assiste? Parce qu'évidemment, entre ce que vient de dire Marco Rubio et ce qui va se passer, il va se passer beaucoup de temps. Et donc, entre-temps, les marchés, ils ont horreur de l'incertitude. Et donc, ils ne savent plus, notamment les investisseurs, quand je dis les marchés, c'est derrière, évidemment, les entreprises. Elles ne savent plus à quel sens se vouer. Elles ne savent plus, effectivement, puisque tout le monde a compris, maintenant, qu'on allait rentrer dans une période de négociation. Et je crois qu'il faut le dire ce soir à votre micro. On finira pas à la fin avec ces taux un peu, pour certains d'entre eux, abracadabrantesques. C'est ça pour le Cambodge et le Vietnam, par exemple? Par exemple, ou la fameuse île maintenant que tout le monde découvre de McDonald and Heard, avec les pingouins. Beaucoup de birds, oui. donc voilà, donc tout le monde a compris ça. Si c'était pas aussi important, on en sourirait. Mais encore une fois, on va rentrer dans cette phase de négociation. Bon, maintenant, évidemment, les entreprises, y compris aux États-Unis, elles attendent, elles lèvent le crayon. Elles attendent. Donc, si on lève le crayon, on n'investit plus. Si on n'investit plus, on crée évidemment moins d'emplois. Donc, on va avoir cette spirale. Et les chiffres commencent à sortir. Et ça, c'est fait par des gens sérieux. C'est vraiment pas fait sur un coin de table à Mar-a-Lago. C'est vraiment maintenant, les instituts économiques vous le disent, avec les annonces qui sont annoncées, en estimant qu'on va baisser un petit peu pour suivre, je dirais, la logique que je viens d'évoquer à votre micro. On va avoir sans doute entre 1,5 et 2% d'inflation supplémentaire assez rapidement. On est déjà à 2,8, donc on va passer entre 4 et 5, pardon. 4 et 5% d'inflation, c'est énorme. Et c'est déjà très difficile pour les classes moyennes américaines, dont on se souvient qu'elles ont porté au pouvoir Donald Trump parce qu'il avait promis qu'il jugulerait l'inflation. Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que
on a arrêté tout. On allait sans doute, compte tenu de l'inflation qui va arriver assez rapidement, devoir en tout cas arrêter la baisse des taux d'intérêt et sans doute même l'augmenter. On sait que Donald Trump veut les baisser. Il va donc y avoir sans doute un conflit. Jérôme Powell lui a dit non pour l'instant. Et on ne voit pas comment il va pouvoir faire autrement compte tenu de ce que je viens d'écrire. Et puis on va avoir évidemment, là aussi on l'a mesuré, on commence à le mesurer, un impact sur la croissance. Je parle des États-Unis. Qui risque d'être entre 1,5% et 1,8%. Donc certains commencent même à dire, il y a 60% JP Morgan de chances qu'on rentre même en récession. Et ça, évidemment, ça va peser. Donc les marchés sont en train de se recalibrer là-dessus. Et je crois qu'il faut que très vite maintenant, on rentre en discussion. Alors les plus grandes géographies, on a vu que la Chine l'a faite. Et il ne faut pas se tromper sur la Chine. La Chine l'a faite pour une seule raison. La Chine, donc ils ont dû prendre 34%, comme on le sait, En plus de ce qu'ils avaient déjà. Et c'est là où je voulais en venir. Ils avaient déjà 2 fois 10%, donc ils sont à 54%. Mais il y avait aussi, en plus, 9%, qui étaient hérités de Biden et Trump 1. Donc les Chinois, ils sont en réalité à 64% aujourd'hui d'impôts. C'est-à-dire qu'en fait, il a décrété quasiment un embargo de la Chine. Et c'est la raison pour laquelle la Chine n'avait pas d'autre choix que de répondre très rapidement. Et là, globalement, elle ne peut pas se payer le luxe de nous, ce qu'on va faire, évidemment, avec nos filières, parce que pour elle, c'est évidemment mortifère, mais pas que pour elle. Regardez Tesla. Tesla, et on va dire un mot sur Elon Musk, dont on voit qu'il n'est pas tellement favorable. Pas totalement d'accord avec Donald Trump. Et ça fait la deuxième fois. Mais pour une raison assez simple. Il a effectivement 2 usines Tesla aux États-Unis. Une en Californie, l'autre au Texas. Et donc, on se dit, c'est formidable, il va être exonéré des droits de douane. Sauf que dans une Tesla, la quasi-totalité des coûts, ça vient de la batterie, du moteur, de tout ce qui fait l'intelligence, les composants. Et c'est que 60 à 70% des coûts, ils viennent d'où ? De Chine. De Chine. Et donc, évidemment, il va se prendre tous les coûts. Et donc, voilà, le coût de la voiture, finalement, bien qu'elle soit fabriquée aux États-Unis, pour le consommateur final, c'est entre 5 et 10 000 $ de plus. Et il a compris que ça allait être mortifère pour son business, qui n'est pas déjà en très bonne santé. Ça, c'est pour d'autres raisons. On peut dire que l'action a dévissé ces derniers jours pour Tesla. Mais tout de même, j'aimerais qu'on revienne sur l'entité dans le viseur de Donald Trump. C'est bien l'Union européenne, il l'a dit. On s'attaque tout d'abord à l'UE. Regardez ce qu'il a dit. L'Union européenne, ils sont très durs, très durs en affaires. On se dit généralement que l'Union européenne est très amicale. En fait, ils nous arnaquent, c'est triste à voir, c'est pathétique. Ils nous font payer 39%. Nous allons les taxer à 20%. En gros, c'est la moitié. Alors, l'outil mis en avant ces derniers jours, c'est l'outil anti-coercition de la Commission européenne. Est-ce qu'il est suffisant ? Alors cet outil, il a été mis en place en 2023. C'était à la suite pour lutter contre la Chine, réagir plutôt contre la Chine, parce que la Chine n'était pas du tout content qu'en Estonie, une nouvelle ambassade, en fait c'était un bureau de représentation de Taïwan, avait été ouvert. Or la Chine ne souhaite pas qu'on ouvre des ambassades, donc Taïwan qui reviendrait à une reconnaissance implicite de Taïwan, ce que les Chinois ne veulent pas. Donc pour se venger, il y a eu des vengeances terribles sur ce pays balte, et en particulier économique. Et donc on a réagi en disant, si jamais on attaque un pays de l'Union, c'est toute l'Union qui est attaquée, et donc on a mis en place cet instrument anti-coercition qui donne la possibilité très rapidement donc à la Commission de réagir, alors évidemment sur les droits de douane, mais aussi sur des aspects économiques. On peut sanctionner même y compris des individus. On peut aller chercher des taxes sur la propriété intellectuelle. Enfin, c'est assez large. C'est un instrument qui est assez large. Il a encore une fois été vraiment designé, si je puis dire, vraiment contre la Chine. Jamais personne à l'époque, je dois vous dire, à la Commission européenne, n'aurait pensé un jour l'utiliser contre les États-Unis, et en particulier, j'en suis certain, la présidente de la Commission. Jamais personne. Et maintenant, effectivement, on est dans la situation que nous connaissons et dont on parle ce soir ensemble. Alors là, c'est toujours pareil. Où utiliser ces outils ? Et c'est pour ça que j'en reviens vraiment au triptyque. Certainement pas dans le deuxième pilier. Le deuxième pilier, dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment pour voir un peu comment il va essayer d'attirer les investissements.
là encore, faut pas se tromper. Les investissements, ça se décrète pas en un claquement de doigts. Ça prend des années. Donc il y en a plusieurs qui sont aujourd'hui mis en perspective. Ce qu'il veut, c'est aussi avoir des petites victoires politiques. Donc c'est pour ça que le président de la République, quand il dit finalement il faut qu'on agrège tout ça, il a raison, il faut agréger ça au niveau européen et venir avec une espèce de, pardon cette expression, un paquet cadeau. Voilà, finalement, dans la filière automobile, il y a tant d'investissements, dans la filière semi-conducteurs, il y en a tant, dans la filière des transports maritimes, il y en a tant. Et il faut venir comme ça, et c'est comme ça qu'il aura, lui, un justificatif pour rebaisser par rapport à ses électeurs ce qu'il a fait. Non, le véritable outil de coercition, voire de réciprocité, c'est précisément dans le troisième pilier, pour voir comment on réduit, là encore une fois, le déficit de la balance commerciale. Mais j'ajoute aussi qu'il utilise dans ce troisième pilier, donc il y a effectivement réduire le déficit, puis il y a aussi l'utiliser pour faire un peu de pression pour obtenir autre chose. On l'a vu en particulier au Mexique, où il avait mis 25% de droits de douane, sauf à ce que le Mexique gère mieux sa frontière pour éviter l'immigration illégale, et gère mieux, et là il avait raison, le fait que cette frontière était très poreuse au fentanyl, cette fameuse drogue terrible dont on connaît les ravages aux États-Unis. Et donc il essaye aussi, dans ce troisième pilier, d'avoir un peu des petites victoires en parallèle. Donc c'est là où, en fonction de la façon dont les négociations vont se dérouler, eh bien on va sortir tout ou partie de notre argumentaire. Mais j'ajoute que à partir du moment où les États-Unis sont en excédent sur les services financiers, ils nous vendent plus de services financiers qu'on leur vend évidemment, sur les services numériques, c'est là où effectivement il y a l'arme potentielle de dire si jamais vous estimez qu'on ne réduit pas assez ce déficit, nous on va dans ce cas-là vous taxer sur les services, et c'est là où ça peut effectivement permettre d'avoir un élément de discussion, de négociation. Pour connaître Donald Trump, je l'ai pratiqué évidemment de là où j'étais. Je crois que c'est inutile d'aller dans la surenchère. Il vaut mieux prendre les choses avec à chaque fois une rationalité, rentrer dans la rationalité. Je vous donne un exemple. Il nous dit vous mettez 20% de droits de douane, on vous met 20% parce que vous avez 20% de TVA en Europe. Et donc le TVA, ça taxe les entreprises américaines. On lui dit oui, mais ça taxe pas que les entreprises américaines, c'est tout le monde. Il veut rien savoir. Donc, il faut lui dire, d'accord, c'est pas la peine de discuter trop longtemps, prenons les 20%, d'accord, mais vous avez en moyenne 10% dans vos États, parce qu'il y a ce qu'on appelle les sales tax dans tous les États, donc en fait, il y a un différentiel de 10%. C'est précisément vos 10% de tout à l'heure, donc un partout, la balle au centre, et on va avancer comme ça. Mais maintenant, il faut quoi, Madame Haddad ? Il faut du leadership derrière. Et donc, je pense que c'est tellement important qu'il faut que maintenant, effectivement, ce soit la présidente de la Commission européenne elle-même qui prenne maintenant ces négociations. C'est trop important. Et c'est trop important d'un point de vue économique. C'est trop important d'un point de vue politique. C'est trop important d'un point de vue social. Il faut que maintenant, elle prenne le sujet elle-même. Et puis que, pilier par pilier, comme on vient de les décrire, elle aille discuter directement avec qui de droit aux États-Unis. Est-ce qu'on peut y arriver tout de même quand on a Giorgia Meloni qui dit non, pas de droit de douane en représailles, des escalades à tout prix, quand vous avez les Allemands qui ne voient pas la situation de la même manière, en tous les cas pas en fonction des mêmes secteurs. Est-ce qu'il y a une réponse à 27 qui peut réellement se construire selon vous ? Margot, bien entendu. Mais c'est bien pour ça que j'ai séparé en 3 parties. Et effectivement, dans la seconde partie, qui concerne en particulier quelques filières, la filière automobile en particulier, on voit bien que si on mêle les négociations de la filière automobile avec la troisième partie, la négociation de la réduction du déficit, on n'y arrivera pas. C'est bien pour ça qu'il faut discuter, et c'est ce qu'ils souhaitent, j'en suis convaincu. Les filières, droit de douane sur les filières, qu'est-ce qu'on fait ? Il se trouve qu'il y a des entreprises allemandes qui ont aujourd'hui des usines aux États-Unis, qui ont peut-être l'idée d'en faire quelques-unes. Il faut là encore venir avec, un paquet cadeau, et puis discuter par filière. Et c'est comme ça. Et les filières, elles ont toutes le même intérêt, puisqu'en fait, on n'a pas que des constructeurs en Allemagne, on en a aussi précisément en Italie, mais également, Dieu soit loué, en France. Donc il faut y aller par filière, et c'est comme ça qu'on tombera d'accord pour pouvoir créer en permanence l'unité. Au niveau des 27, je rappelle que c'est la prérogative exclusive de la Commission européenne pour peser davantage que de négocier, et non plus les prérogatives singulières de chacun des États membres. Mais est-ce que c'est tenable sur la scène internationale ? Puisque regardez les propos, par exemple, du président Nicolás Maduro, qui dit « Les États-Unis doivent être libérés du monde ». Ou est-ce le monde qui doit être libéré des États-Unis ? Quelle est la vérité ? Qui est libéré de qui ?
Parlons du Venezuela, ce n'est pas forcément surprenant. Mais tout de même, regardez ces propos du Wall Street Journal qui dit « L'anti-américanisme reste une force politique puissante dans beaucoup de pays et il faut s'attendre à ce que ce sentiment s'accroisse. Pékin, avec son marché gigantesque, est une alternative. Les Chinois qui ont déjà mis en place des vidéos à l'aide de l'intelligence artificielle pour montrer aux contribuables américains à quel point Donald Trump faisait une erreur. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un anti-américanisme voit le jour, ou encore plus, j'ai envie de dire, dans les prochaines semaines? Alors, je veux dire qu'on vit un moment tout à fait singulier. Sur LCI, entendre Margot Haddad se référer à Nicolas Maduro pour défendre les relations internationales et le multilatéralisme, pour éclairer. Alors là, je dois dire que ça montre bien que si on est allé chercher Nicolas Maduro, je plaisante à peine, mais bon, Nicolas Maduro, voilà, il a certainement quelques petits comptes à régler avec le monde entier du reste, et en particulier avec les États-Unis, donc on va peut-être le laisser de côté. Mais en revanche, ce que vous indiquez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, on l'a d'abord vu avant tout, et c'est absolument incroyable. Comme quoi, je mets en garde, je crois que ce qui se passe aussi doit nous apprendre. Prenez l'exemple d'Elon Musk, que je connais un petit peu et dont on a beaucoup parlé. Il dit des droits de douane nuls entre États-Unis et Europe. On a expliqué pourquoi, parce que comme il est contre, pour des raisons personnelles que j'ai indiquées tout à l'heure, il ne peut pas dire qu'il est contre pour être de nouveau ami avec la Chine, parce que là, vraiment, il serait persona non grata aux États-Unis. Donc, il se sert de l'Union européenne comme, je dirais, élément intermédiaire. Mais c'est la Chine qui, visiblement, il est contre les droits de douane, parce que pour lui, il voit bien que ça va mettre ses affaires en très grande difficulté. Mais prenons-le, il a utilisé, on le voit, son réseau pour se mondialiser de façon incroyable. Maintenant, ça se retourne contre lui. Il est devenu en quelques mois, enfin c'est une constatation, l'un des hommes qui a été les plus critiqués, commentés, voire même dans certains pays détestés. Et ça va très vite. Donc attention à l'usage abusif des réseaux sociaux. Ça se retourne très vite. Et ce sentiment que vous venez de décrire, on l'a vu évidemment sur certains produits d'Elon Musk, mais c'est vrai que si on y prend garde, moi je souhaite surtout pas qu'on rentre dans cette logique-là. J'ai connu, comme certains de vos téléspectateurs, période où on disait, pendant la guerre du Vietnam, US go home. Bon, heureusement, c'était derrière nous. Et je souhaite pas qu'on y revienne. Et c'est pour ça que je pense que effectivement, quand on voit aussi aujourd'hui les voyages qui étaient prévus aux États-Unis, qui s'annulent les uns après les autres, c'est pas un bon signe tout ça. Mais derrière, ceux qui vont vraiment être les juges de paix, ce sont les Américains eux-mêmes. Parce que c'est les Américains eux-mêmes qui vont payer ces taxes supplémentaires pour vos téléspectateurs. 10% des importations, 10% de taxes sur les importations, c'est 300 milliards d'impôts de plus pour le peuple américain. 20%, c'est 600 milliards d'impôts de plus. Et tout ça pour baisser la tranche supérieure de 39% à 33%. La question qu'on peut se demander, c'est combien de temps ça va durer. Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été mon invité ce soir.